Vous écoutez Radio Air Libre. Dans la série Les Maudits, il me semble intéressant, dans la conjoncture que nous sommes en train de vivre, dans cette conjoncture de crise financière, depuis la fin du mois de septembre, d'essayer de retourner à des textes fondamentaux de l'économie libérale et de nous interroger plus particulièrement sur les remèdes qui ont été apportés à une crise qui a secoué le monde en 1929. Je vais donc me pencher et relire le texte de Keynes, écrit en 1936 dans l'édition anglaise et publié chez Payot en 1939, texte essentiel tiré de la théorie générale de l'emploi, de l'intérêt et de la monnaie. La théorie qui précède apparaît assez conservatrice sous l'angle de ses répercussions en d'autres domaines. Tout en indiquant l'importance vitale que présente la création d'un contrôle central sur certaines activités aujourd'hui confiées en grande partie à l'initiative privée, elle laisse inchangés de vastes secteurs de la vie économique. En ce qui concerne la propension à consommer, l'État sera conduit à exercer sur elle une influence directrice par sa politique fiscale, par la détermination du taux de l'intérêt et peut-être aussi par d'autres moyens. Au surplus, il est improbable que l'influence de la politique bancaire sur le taux de l'intérêt suffise à amener le flux d'investissement à sa valeur optimum. Aussi, pensons-nous qu'une assez large socialisation de l'investissement s'avérera le seul moyen d'assurer approximativement le plein emploi, ce qui ne veut pas dire qu'il faille exclure tous les genres d'arrangements et de compromis permettant à l'État de coopérer avec l'initiative privée. Mais à part cela, aucune argumentation convaincante n'a été développée qui justifierait un socialisme d'État embrassant la majeure partie de la vie économique de la communauté. Ce n'est pas la propriété des moyens de production dont il importe que l'État se charge. S'il est en mesure de déterminer le volume global des ressources consacrées à l'augmentation de ses moyens et le taux de la base de la rémunération allouée à leurs possesseurs, il aura accompli tout le nécessaire. Les mesures nécessaires de socialisation peuvent d'ailleurs être introduites par étapes et sans interrompre les traditions générales de la société. L'élargissement des fonctions de l'État, qu'implique la responsabilité d'ajuster l'une à l'autre la propension à consommer et l'incitation à investir, semblerait à un publiciste du XIXe siècle ou à un financier américain d'aujourd'hui une horrible infraction aux principes individualistes. Cet élargissement nous apparaît au contraire et comme le seul moyen possible d'éviter une complète destruction des institutions économiques actuelles et comme la condition d'un fructueux exercice de l'initiative individuelle. Car, lorsque la demande effective est insuffisante, non seulement le gaspillage de ressources cause dans le public un scandale intolérable, mais encore l'individu entreprenant qui cherche à mettre ses ressources en œuvre a les chances contre lui. Les régimes autoritaires contemporains paraissent résoudre le problème du chômage
aux dépens de la liberté et du rendement individuel. Il est certain que le monde ne supportera plus très longtemps l'état de chômage qui, en dehors de courts intervalles d'emballement, est une conséquence, et à notre avis une conséquence inévitable, de l'individualisme du régime capitaliste moderne. Mais une analyse correcte du problème permet de remédier au mal sans sacrifier la liberté ni le rendement. Cet extrait est issu, comme je le disais en introduction, de la fameuse théorie générale publiée par Keynes au début de 1936, simultanément en Angleterre et aux États-Unis, mais traduite en français seulement en 1939. Les pays capitalistes connaissent déjà la dépression depuis 6 ou 7 ans. On y trouve résumées certaines des analyses principales de l'économiste, alors que certains gouvernements ont déjà mis en œuvre des mesures de lutte contre la crise, fondées de manière implicite et souvent pragmatique sur des principes voisins. Le message ne contient pas tant l'énoncé des théories de Keynes que des réflexions sur leurs implications sociopolitiques. Présentons ce document. Il s'agit d'un extrait de la théorie générale de l'emploi de l'intérêt et de la monnaie, donc ouvrage majeur de Keynes. Le passage est tiré du 24e et ultime chapitre, intitulé « Note finale sur la philosophie sociale à laquelle la théorie générale peut conduire », dans lequel l'auteur envisage les implications de sa théorie en matière politique, et notamment la place de l'État dans le capitalisme de cette première moitié du XXe siècle. John Maynard Keynes, qui est né en 1883 et qui vit jusqu'en 1946, a été professeur d'économie à Cambridge. Membre de la délégation britannique en 1919 à la conférence de la paix, il critique, sans succès, le principe des réparations allemandes comme facteur de déséquilibre en Europe. Ces réflexions se trouvent rassemblées dans Les conséquences économiques de la paix, qui date de 1920. Il publie en 1930 le traité sur la monnaie, puis, en 1936, la théorie générale. Gouverneur de la Banque d'Angleterre, Keynes dirige la délégation britannique à Bretton Woods en 1944, où il propose en vain de rebâtir un système monétaire international qui ne soit pas fondé sur le dollar. Il meurt d'une crise cardiaque en 1946. Les réflexions de la théorie générale vont être largement débattues parmi les économistes et les gouvernants des principaux pays industrialisés dans les années 50 à 70. Rappelons le contexte dans lequel ce texte a été écrit. En 1936, le monde se trouve dans la dépression depuis 1929-1930. Après le fond de 1932, la plupart des pays ont connu une reprise en 1933, mais pas durable chez tous. Certains pays ont d'abord essayé des mesures déflationnistes, de réduction budgétaire et de diminution des salaires. C'est le cas de l'Allemagne en 1930, de la France en 1934-35 et des États-Unis de 1931 à 1933. Avant d'engager des mesures de relance par un accroissement de la demande, qu'il s'agisse de la consommation ou de l'investissement. Pensons au New Deal, au Front populaire de 1936-1937, et enfin à l'Allemagne nazie depuis 1933. Ces dernières orientations rejoignent implicitement les remarques de Keynes dans la théorie générale sur la nécessité, en période de sous-emploi durable, d'accroître la demande sous la forme d'investissement ou d'élévation des plus bas revenus, les plus propres à augmenter la consommation. Et, dans la spirale régressive de la dépression,
il est possible que l'État, même au prix des déséquilibres budgétaires, puisse seul opérer cette relance nécessaire pour recouvrer la croissance. Il s'agit bien d'une approche hétérodoxe par rapport au libéralisme économique. Passons à l'explication de ce texte. J'aborderai successivement 3 points. Tout d'abord, les nouvelles responsabilités de l'État à l'égard de la croissance. Ensuite, les limites de l'extension du rôle de l'État. Et enfin, l'extension du rôle économique de l'État comme moyen de sauvegarder le capitalisme libéral. Je commence donc par les nouvelles responsabilités de l'État à l'égard de la croissance. Mesures en faveur de la croissance. Afin de relancer la consommation, l'État peut mener une politique de redistribution des revenus. En effet, Keynes montre, dans la théorie générale, que la propension à consommer, c'est-à-dire la part du revenu consacrée directement à la consommation, est d'autant plus forte que le revenu est faible. Autrement dit, plus les individus sont pauvres, plus ils sont conduits à dépenser pour leur consommation courante une fraction importante de leurs revenus. L'État dispose de plusieurs moyens de favoriser ainsi les bas revenus, notamment par une politique fiscale adéquate. La théorie keynésienne va ainsi légitimer, en période de sous-emploi, l'alourdissement de la fiscalité sur les plus hauts revenus, dont une part importante ne se trouve pas dans la consommation, mais dans l'épargne, et se soustrait ainsi à la demande effective. Ces orientations vont être reprises, notamment par les gouvernements en direction social-démocrate de pays d'Europe de l'Ouest, surtout après la Seconde Guerre mondiale. Voyons ensuite les mesures en faveur de l'investissement. Le remède classique, en période de sous-utilisation des capacités productives, est d'abaisser les taux d'intérêt afin de rendre le crédit plus accessible et de relancer ainsi l'investissement. Mais Keynes doute qu'en période de profonde dépression, même un très bas taux d'intérêt puisse inciter les entrepreneurs privés à investir si les perspectives de rentabilité se situent à un niveau encore plus faible, voire nul. Dès lors, une assez large socialisation de l'investissement, ce sont les termes utilisés par Keynes, c'est-à-dire la prise en charge par l'État de certains investissements, s'avère nécessaire afin d'assurer de nouveau le plein emploi. On retrouve là, formalisées par la théorie économique, certaines mesures traditionnelles employées dès le XIXe siècle, notamment les politiques de grands travaux. Et dès 1933, aux États-Unis et en Allemagne notamment, les gouvernements ont eu recours à de telles mesures afin de résorber le chômage. En France, le programme du Front populaire de 1936 comprenait également un ensemble de grands travaux auxquels le gouvernement Blum va renoncer lors de la pause du début 1937. Une économiste keynésienne a écrit à ce propos, je la cite, « Hitler avait déjà trouvé le moyen de guérir le chômage avant que Keynes n'eût fini d'en expliquer les causes. » Il s'agit donc ici de Madame Robinson. En effet, plusieurs politiques de relance par les investissements publics ont en fait précédé la publication de la théorie générale. Je passe maintenant aux limites de l'extension du rôle de l'État, selon Keynes.
Keynes se présente délibérément comme un défenseur du système capitaliste libéral. Outre ses innovations économiques et financières, sa théorie demeure fondamentalement conservatrice. En effet, il rejette le socialisme d'État et la propriété étatique des moyens de production. Ce sont les termes qu'il utilise. L'État doit se charger seulement de trouver des moyens supplémentaires d'accroître la consommation et l'investissement, sans nécessairement prendre en charge la totalité des entreprises et sans abolir leur gestion privée. Son rôle essentiel consiste à s'assurer qu'un volume suffisant de ressources est consacré à l'investissement et qu'un niveau de consommation assez élevé est atteint afin que la demande effective assure ainsi le plein emploi. Dans les pays qui doivent donc demeurer capitalistes, l'État doit, selon Keynes, cependant définir directement le volume global des ressources destiné à maintenir un niveau suffisant d'investissement. Il en résulte une attention particulière au contenu et au volume des dépenses publiques. Et, à la différence des raisonnements déflationnistes adoptés par Brüning en 1930, par Doumergue et Laval en 1934-35, et même par Roosevelt en 1933, Keynes ne rejette pas le déficit budgétaire qui ne peut être durablement résorbé que lorsque la reprise aura permis de retrouver le plein emploi. Enfin, l'État doit se limiter à fixer des taux d'intérêt suffisamment bas pour ne pas décourager l'investissement. Néanmoins, l'État doit prendre en charge directement certains investissements que la gestion privée néglige en période de dépression. La crise a vu croître l'empire public sur certaines productions ou activités. Il en est ainsi des industries d'armement en France en 1936 ou de la création de la Société nationale des chemins de fer en 1937. Et même aux États-Unis, où la tradition libérale est particulièrement forte, la fameuse Tennessee Valley Authority, destinée à développer la production hydroélectrique dans une partie du Sud, est une entreprise publique. Dans les cas de socialisation, nécessairement partielle, de l'investissement, Keynes envisage de manière pragmatique des arrangements et compromis avec l'initiative privée. C'est notamment le cas des sociétés d'économie mixte qui ont pu se développer dans les années 30, notamment dans les transports. Air France en 1933, la Société nationale des chemins de fer français en 1937 en France, ou dans l'énergie, c'est le cas de la Compagnie nationale du Rhône en 1932. Il recommande également d'étaler dans le temps ce type de mesures et de les limiter, afin de ne pas interrompre, je le cite, les traditions générales de la société, à savoir celle de l'initiative privée. Le recours à la politique monétaire, de bas taux d'intérêt, financière, de déficit budgétaire, ou fiscale, d'incitation à la consommation, donne également à l'État les moyens de relancer la demande sans pour autant empiéter sur le caractère privé des activités. En Angleterre même, depuis la dévaluation de fait de la livre sterling en septembre 1931, le gouvernement d'union nationale à direction conservatrice, sans guère s'inspirer de Keynes, il est vrai, a essentiellement eu recours à une politique monétaire de dépréciation de la livre et de bas taux d'intérêt pour assurer la reprise, effective depuis 1933. Et en 1934,
la production industrielle rejoint son niveau d'avant-crise, peu élevé au demeurant. Ainsi, Keynes défend les principes d'une combinaison souple entre les leviers traditionnels de l'État, la monnaie, le budget, la fiscalité, mais utilisés d'une manière novatrice, et des interventions limitées et éventuellement mixtes dans les activités mêmes. Nous arrivons enfin, dernier aspect de ce commentaire, à savoir l'extension du rôle économique de l'État comme moyen de sauvegarder le capitalisme libéral. Des mesures réformatrices et réformistes doivent donc être prises pour éviter la révolution. Cet élargissement des fonctions de l'État, pour utiliser l'expression de Keynes, donc ce qu'il souhaite, est présenté par lui comme hétérodoxe par rapport aux principes du capitalisme libéral du XIXe siècle. Mais c'est la rançon des développements du capitalisme lui-même. Selon une vue assez pessimiste, Keynes considère que le capitalisme fondé sur l'initiative privée engendre, de manière inévitable, le chômage massif. Contrairement à la théorie classique et, en particulier, la loi des débouchés de Jean-Baptiste Say, pour laquelle toute offre crée sa propre demande, Keynes considère que la situation d'équilibre économique peut très bien se maintenir avec un fort sous-emploi. Les réformes préconisées, notamment les interventions de l'État, non seulement ne mettent pas en cause les principes individualistes du capitalisme libéral, mais lui apparaissent comme la seule manière d'éviter, je le cite, une complète destruction des institutions économiques, à savoir la transformation même de la société. La réforme de l'État comme substitut à la Révolution, tel est le message transmis aux gouvernants et aux hommes d'affaires sur leur intérêt bien compris. Il est vrai qu'à cette date, donc en 1936, Keynes n'a guère été écouté par les gouvernements qui ont procédé, souvent au coup par coup, à des mesures rarement inspirées directement de ses idées. Le chômage massif constitue, selon lui, une menace pour les fondements du capitalisme libéral. Il présente donc deux menaces opposées. Dans les faits, si le prestige de l'URSS, épargné par la crise et en voie d'industrialisation rapide, se répand dans les pays capitalistes, l'extension du chômage dans les pays industrialisés ne provoque pas une progression équivalente du mouvement ouvrier révolutionnaire. La répression nazie en Allemagne a, dès mars 1933, neutralisé le Parti communiste, qui avait obtenu 14% des voix aux élections présidentielles de 1932. Aux États-Unis, le Parti communiste, très réduit, ne parvient pas à mobiliser les millions de chômeurs. En Angleterre, même si les communistes animent largement, à partir de 1931, les marches de la faim des chômeurs, ils ne représentent pas une véritable force politique nationale. Même la progression du Parti communiste français en France, en 1936, avec 15% des voix aux élections législatives, ne saurait signifier une mise en cause des fondements du capitalisme libéral. Keynes signale que la crise jette cependant le discrédit sur le système économique auprès de la masse des consommateurs, mais même chez les entrepreneurs privés découragés d'investir. Il présente les remèdes préconisés dans son ouvrage comme l'autre branche de l'alternative par rapport aux mesures prises par les régimes autoritaires contemporains, l'Italie fasciste et surtout l'Allemagne nazie. Le gouvernement allemand,
par un contrôle d'échanges stricts et des rapports bilatéraux établis avec la plupart des pays d'Europe centrale, avant même l'arrivée de Hitler, associés à des dépenses publiques accrues, civiles de 1933 à 1936, puis militaires après 1936, parvient à résorber le chômage et à relancer la production. Mais une telle liquidation de la dépression s'effectue à travers un contrôle strict de la main-d'œuvre et des salaires et des résultats très inégaux de productivité dans une économie largement fermée. Pour Keynes, on a l'exemple d'une politique économique qui a réussi à supprimer le sous-emploi, mais au prix du sacrifice de la liberté et du rendement, alors que ces solutions les préservent. Ainsi, Keynes, lui-même proche du Parti libéral en Angleterre, tient à se différencier des économistes libéraux et se présente comme un novateur en économie. Mais politiquement, l'application de sa théorie dans la politique économique permettrait d'éviter la révolution, sans entrer pour autant dans les voies d'un régime totalitaire, et préserverait ainsi les libertés et le dynamisme économique. J'en arrive à la conclusion, qui permet de soulever l'intérêt et de montrer la portée du texte que j'ai analysé ce soir. Ce texte n'énonce pas, à proprement parler, la théorie nouvelle de Keynes, qui va entraîner une véritable révolution de l'analyse économique. Mais, en reprenant les principaux traits, l'économiste britannique en mesure les retombées majeures du point de vue politique et notamment du rôle de l'État dans les pays capitalistes en crise. Il manifeste ici combien sa position est à la fois novatrice en économie, mais conservatrice du point de vue du maintien des bases libérales de l'économie et des rapports sociaux. En 1936, certaines des nouvelles attributions de l'État, ainsi suggérées, ont déjà été adoptées dans certains pays libéraux, c'est le cas des États-Unis et de la France, ou totalitaires. Je fais référence bien sûr à l'Allemagne, à l'Italie, mais aussi au Japon. On ne peut parler à leur propos d'influence explicite de Keynes. En revanche, les réflexions de la théorie générale vont inspirer nombre de gouvernements en Europe occidentale ou aux États-Unis après 1945, mais cette fois-ci dans une conjoncture de croissance.